abonnés YouTube. Aujourd'hui, je vais aller parler d'un sujet croustillant qui... je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le renforcement négatif ou plutôt c'est quoi la mentalité derrière le renforcement négatif. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est non seulement d'expliquer de façon scientifique qu'est-ce que la science explique au niveau du comportement, mais surtout de peut-être arriver à faire comprendre le rôle de la pression chez nos animaux et à quel point c'est essentiel dans la vie de tous les jours. On a tous cette histoire-là, en fait, d'un chien qu'on a à la maison, qu'on a eu des problèmes de comportement et qu'à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a essayé de réduire l'aboiement par rapport avec la récompense. On a essayé du conditionnement. On voit à la télévision exactement qu'est-ce que les entraîneurs qui veulent qu'on fasse avec notre chien. On a essayé de reconditionner des choses. Mon chien, il jappe constamment, il est réactif, il saute partout dès que quelqu'un passe dans la rue. Donc, si c'est exactement le cas, puis c'est exactement ce que vous vivez à la maison, restez avec moi parce que j'ai la solution pour vous. Puis j'ai aussi peut-être des outils qui vont vous aider à bien comprendre le pourquoi que votre chien a de la difficulté à gérer cette situation-là. Aujourd'hui, on va aller parler de pression. La pression, c'est quoi? La pression chez les animaux, en fait, c'est tout ce qui va créer un inconfort dans la vie du chien. Nous, on le met sous forme de pression parce que c'est la façon de l'expliquer pour monsieur et madame tout le monde pour être en mesure de comprendre qu'il y a un inconfort qui a été appliqué sur l'animal. Comprenez que de l'inconfort dans la vie de tous les jours, il y en a un peu partout. Donc, le chien du voisin va appliquer une pression sur le chien, une voiture dégage de l'énergie, les enfants dégagent de l'énergie, nous, on dégage de l'énergie, son chien dégage de l'énergie, la tension dans la laisse, la tension dans le harnais, tout ça, c'est des inconforts. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'inconfort dans la vie de tous les jours d'un chien qui fait en sorte qu'il doit apprendre à gérer tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on travaille strictement en renforcement positif, qui est la mode présentement, en fait, et qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, ne veulent surtout pas brimer leur animal, ils ne veulent pas voir des chiens comme on voyait avant qui étaient battus, tout ça. Mais pourquoi la mode de renforcement positif? Mais peut-être que ça ne fonctionne pas avec ton chien. Bien, c'est peut-être parce que ton chien, il est élevé un petit peu dans une mode qui s'appelle la Watt. OK? Un petit mode Watt, pour nous, c'est je mets mon chien dans un petit papier bulle pour m'assurer qu'il n'y arrive à rien. Et j'essaie de vraiment de manager, de m'assurer que tout l'environnement soit parfait, justement pour que mon chien ait le moins de pression possible. C'est super cool pour le chien parce que le chien est toujours dans un confort, du moins on pense qu'il est toujours dans un confort. Et par la suite, le chien est en mesure d'apprendre des apprentissages. Ce qui est bien avec le renforcement positif, c'est qu'il vient avec une règle essentielle. Il doit toujours être travaillé en mode soit contexte et contrôlé. Et ça doit toujours venir ensemble. Donc, on n'est pas censé travailler en renforcement positif avec son chien puis on va marcher avec lui. Ça ne fonctionnera pas. L'environnement n'est pas contrôlé et là, vous allez avoir des problèmes. Et là vient le rôle de la pression. Le renforcement positif, moi, je vois ça un peu comme un camp de jour, c'est-à-dire que mon chien va à l'école pendant X temps de temps dans un camp de jour où toute la vie est belle, il n'y a rien qui se passe. À toutes les fois qu'on fait quelque chose de tout croche, on essaie de dévier la situation. Et là, on a vraiment fait en sorte que ce chien-là soit toujours confortable. Et là, oups, je sors, je passe la porte, le seuil de la porte et j'arrive dans la vraie vie et c'est là que les problèmes commencent, la réactivité commence, les troubles de comportement commencent. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'entraîne des chiens et j'ai jamais vu autant de troubles de comportement que depuis qu'on a une méthode strictement renforcement positif. Et là, j'ai déjà été dans ce monde-là. Si vous parleriez avec mes amis éditeurs de 10 ans, moi aussi, j'étais dans ce mode-là. Pas de collier à pointe, pas de choker, c'est pas essentiel tout ça. Par contre, j'ai compris avec le temps que ça a un outil, ça a une raison d'être de travailler avec ces outils-là. Et cette raison d'être-là, elle est beaucoup plus importante que simplement de faire réagir un chien ou d'avoir enfin un chien qui écoute au doigt et à l'œil ou de corriger un comportement. Okay? Donc, les outils ont un rôle à jouer de façon majeure dans l'entraînement du chien. Je vous donne un autre exemple qu'on voit constamment, c'est le chien tire en laisse tout le long. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui mets un gentle leader ou un alti et je vais marcher pour que mon chien puisse se dépenser. Sachez que le halti est un renforcement négatif parce qu'il crée de l'inconfort et que le chien doit apprendre soit à dealer avec, donc à s'y habituer. Un peu comme si vous aviez des nouvelles lunettes puis que vous devez vous habituer à avoir la nouvelle lunette dans votre visage. Il y a un moment où vous allez avoir de la difficulté à bien voir, de la difficulté à vous concentrer, à focusser sur votre travail parce que la seule chose que vous focussez, c'est sur votre nouvelle paire de lunettes. Bien, chez le chien, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on va mettre dans le visage, c'est très contraignant. Le focus, il est vraiment dirigé que là-dessus.
Pour en revenir avec mes outils, voici ce que je vous recommande, puis le pourquoi que ces outils-là sont aussi importants. Lorsqu'on applique une pression sur un chien, donc un renforcement négatif, on est en train de lui enseigner comment bien gérer cette pression-là. Il y a 3 réactions, en fait, qu'on va voir pour un chien qui sent un inconfort et tout dépendamment de sa sensibilité, de la façon qu'il va percevoir l'inconfort, il va avoir une réaction qui va en découler. 3 réactions possibles, je combats, je prends la fuite ou je fige. Ces 3 comportements-là sont des comportements qui sont émotifs et qui sont normaux. Par contre, ce que ça dit, c'est que le chien est tombé émotif face à la pression. Donc, automatiquement, je dois réapprendre à mon chien à bien gérer. Donc, nous, là, notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est de toujours amener le chien à réfléchir. Donc, que ce soit la méthode qu'on veut, que ce soit un renforcement positif ou un renforcement négatif, nous, ce qu'on veut, c'est que le chien apprenne à réfléchir face à une situation. Donc, si la situation, par exemple, qui est incommodante, c'est qu'un chien qui part, il marche, et là, il arrive face à face. Sachez que 2 chiens qui arrivent face à face comme ça, la pression, elle est énorme. L'intention est un vers l'autre également. Donc, la gestion d'espace se fait là. La gestion d'espace, il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi. On a un super séminaire en ligne au coût de 55 $ qui parle exactement de la gestion d'espace. On a fait un séminaire et avec les chevaux et avec les chiens, les comparatifs, tout ça, pour comprendre la pression spatiale qu'on applique sur nos chiens. En bref, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la pression relâche qui est vraiment au niveau de la laisse. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des chiens? Bien, c'est ça exactement. Le chien arrive, il applique une pression. Si mon chien n'a jamais eu de pression parce qu'il a toujours été mis dans un papier bulle, qu'est-ce qui se passe? Bien, automatiquement, il va avoir une réaction émotive face à la situation et cette réaction-là émotive va être une perte de contrôle. Donc, j'ai des chiens qui vont essayer de prendre la fuite parce qu'ils ne gèrent pas la situation. J'en ai qui vont figer, essayer de ne pas bouger parce que le fait de figer fait en sorte qu'on se fond dans le décor. Ou j'ai carrément un chien qui va charger par frustration, par excitation, parce qu'il ne sait pas gérer la laisse. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on travaille son chien toujours dans le petit papier bulle? Bien, c'est que le chien n'est pas fait ou n'est pas grillé, excusez l'anglicisme, mais il n'est pas grillé pour pouvoir gérer la vraie vie de tous les jours. Et là, quand on passe d'un environnement à un autre, bien, automatiquement, on se retrouve avec une problématique. Donc, qu'est-ce qui est important en fait? Ce qui est surtout important, c'est d'apprendre à son chien à réfléchir face à une situation. Deuxièmement, de lui apprendre à gérer la pression de façon calme, à être capable de réfléchir. C'est pas parce que je mets de la pression sur toi que tu dois tout de suite tomber émotif. Une fois que ça va être fait, le chien va être en mesure d'avoir une bien meilleure attitude à long terme. Donc aujourd'hui, en fait, mon objectif, moi, c'est de parler de la pression relâche. Mon nom à moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. Puis, je vous montre pourquoi c'est tellement important, pression-relâche, apprendre à son chien à relâcher la tension dans la laisse, à avoir une communication en laisse, mais aussi pourquoi finalement c'est essentiel, même si on fait strictement du renforcement positif avec son chien, pourquoi c'est essentiel d'aller outiller son chien également dans cette sphère-là, parce que si on veut pouvoir transférer notre information à la vraie vie, bien, c'est essentiel. Pression-relâche. Ce qu'on voit habituellement en laisse, souvent, c'est un chien qui tire constamment dans sa laisse. Et là, on se dit, je vais lui mettre un harnais parce qu'en lui mettant un harnais, automatiquement, ben, mon chien va arrêter de s'étouffer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je mets le harnais et là, tout d'un coup, oups, le chien arrête de tirer parce que le harnais est attaché en avant ou peu importe. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la tête du chien de façon que moi, je le vois, en fait? Je ne vais pas m'inventer scientifique, c'est pas le cas, même si j'ai beaucoup de formations avec des éthologues et tout ça, des gens très, très haut formés ici au monde. Ma version à moi, en fait, c'est que le harnais va créer un inconfort. Mon objectif à moi, quand j'enseigne à mes chiens, c'est qu'à long terme, il y ait une laisse, pas de laisse, que ce soit l'obéissance qui va toujours prôner par-dessus tous les outils. Ça, c'est mon objectif à moi et c'est l'objectif que j'essaie de partager avec les gens autour de moi. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on va appliquer sur le corps de l'animal, le chien doit s'y habituer. Au même titre que, comme je disais tantôt, nos lunettes, les lunettes de soleil, une nouvelle montre, des bagues, on les met, on les enlève, ça crée un inconfort. Bien, chez l'animal, c'est la même chose. Sachez qu'un chien est en mesure de sentir une mouche sur sa fesse. Donc, s'il est en mesure de le sentir, ça veut dire qu'il est en mesure d'avoir conscience de tout ce qui se passe sur son corps. Donc, automatiquement, je dois apprendre à mon chien à bien gérer la situation. Et donc, si je mets un harnais, je dois l'habituer déjà au préalable à vivre avec un harnais, à aller jouer avec son harnais, à avoir du plaisir avec son harnais. Pas juste, je mets le harnais puis je vais marcher. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le harnais crée un inconfort. Dans certains cas, il y a des chiens qui vont passer par-dessus, que ce ne sera pas un problème. Mais le harnais, lui, crée déjà un inconfort. Et là, on ajoute un autre inconfort qui est un autre chien. On ajoute la vie de tous les jours, les voitures qui passent. Et là, finalement, le nombre de pressions, quand on a accumulé ça dans notre verre d'eau, bien, il s'est accumulé. Mon verre d'eau, moi, en fait, c'est exactement ça. C'est que la pression peut s'accumuler. Puis à un moment donné, le chien est juste plus capable de gérer. Et là, il disjoncte complètement.
Donc, il y a de la pression sociale, il y a de la pression spatiale, il y a de la pression au niveau du corps, physique, tout ça qui va amener le focus ailleurs, qui fait en sorte que le chien défocus complètement. Comment ça fonctionne? C'est que mon chien tire, que ce soit dans son harnais ou dans un choker ou peu importe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chien avance et ça relâche. Donc, mon chien, par apprentissage, parce que oui, c'est appris qu'un chien tire, parce que moi, mes chiots, si on leur montre en étant jeunes, ils ne tirent plus. Donc, le chien a appris que tirer dans sa laisse égale à obtenir un relâchement. Donc, comment contrer l'inconfort? Parce que lui, le chien, la seule chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut éviter de garder une tension constante. Donc, ce qu'il veut, en fait, c'est que quand c'est inconfortable, que ça relâche à un moment donné. Et le chien, là, il est capable d'endurer ça de plus en plus longtemps s'il est en train de se désensibiliser à la laisse. Et donc, à ce moment-là, il est en mesure de gérer la situation de plus en plus longtemps. C'est pour ça qu'on voit des chiens qui vont vous tirer tout le long de la marche sans problème parce que le chien, le cou, tout c'est endurci. Et à ce moment-là, bien, le chien, il sait qu'à un moment donné, ça va relâcher. Donc, le chien tire en avant, ça relâche quand j'avance vers lui. Donc, qu'est-ce que mon chien vient d'apprendre? C'est que si je tire vers l'avant puis que ça relâche, mon chien va tirer. Moi, ce que je vais apprendre à mon chien, en fait, c'est toujours sans avoir de réaction négative. On se souvient des 3 termes que je parlais tantôt, c'est-à-dire de se combattre, de prendre la fuite ou de figer. Je vais avoir aucune de ces réactions-là. Encore moins sur une réaction avec le choker ou avec la laisse. Et donc, à ce moment-là, ce que je veux, c'est que quand je tire d'un côté, le chien doit suivre cette tension-là. Quand je tire vers le bas, le chien doit suivre cette tension-là. Quand je tire vers le haut, le chien doit suivre cette tension-là. Puis quand je tire vers l'arrière, le chien doit suivre cette tension-là. La compréhension de lui apprendre comment éviter la tension qui va aller évidemment pour nous, là, donc ça va nous avantager à nous. C'est ça l'objectif de l'entraînement, en fait, c'est de pouvoir manager, manipuler l'environnement pour que ça que ça devienne avantageux pour nous. Bien, à ce moment-là, le chien va comprendre que s'il ne veut plus que ça soit inconfortable, il doit revenir vers toi ou il doit suivre la tension. Donc, il doit suivre la pression dans un sens. Évidemment, là, c'est sûr que si on parle de scientifique, on s'entend, il fuit la pression. Il fuit la pression en restant réfléchi. Donc, le chien n'est pas censé se lancer au bout de la laisse pour essayer de se sortir de là. Il est vraiment en train de suivre un pas à pas la tension et est capable de gérer. Comment ça fonctionne? Voici les étapes. Je tire vers le haut, mon chien s'assoit. Les 4 pattes doivent être au sol, c'est super important. Et ce que je vais faire, c'est que je tire vers le haut, je relâche et j'attends que le chien va se licher les babines. Pourquoi délicher les babines? C'est que pour moi, en entraînement, lorsqu'un chien se déliche les babines, une fois, c'est un signal d'apaisement. Moi, le signal d'apaisement, la façon que je le vois, c'est que ça dicte à moi où est-ce que le chien est rendu dans son étape d'apprentissage. Donc, pour moi, se licher les babines, ça veut dire que ça a généré un peu d'inconfort. J'ai été inconfortable, mais j'ai fait ma séquence comportementale complète, donc j'ai digéré l'information et c'est enregistré. Donc, c'est vraiment important quand on travaille avec pression-relâche de prendre le temps de le faire au début puis de s'assurer que le chien, je tire vers le haut, je relâche, le chien va se licher les babines, je fais la même chose vers le bas. Et non pas je tire rapidement, je tire vers en bas. Ce qui est le fun en travaillant en renforcement négatif également, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a un petit peu moins de timing, vous êtes moins rapide, bien, avec le renforcement négatif, vous avez une chance. Parce que c'est très au ralenti, c'est vraiment une danse, c'est vraiment une valse qu'on fait avec le chien. Donc, concrètement, comment on enseigne ça, en fait, la pression-relâche? La pression-relâche, en fait, son objectif, c'est d'apprendre au chien à gérer une pression. Donc, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va aller le faire avec le collier et non pas avec le harnais. Je veux vraiment que le chien se sensibilise au cou. Je veux prendre le contrôle de la tête. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer un côté. Dès que le chien avance légèrement, là, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Là, juste un petit affaire, un petit pas, tout de suite, je relâche la tension. Je veux vraiment voir le choker se relâcher complètement. Donc, vous avez vu, je tire, tout de suite, je relâche. Je tire, je relâche. Et là, faites attention aux réactions. Si le chien se met à se débattre ou quoi que ce soit, vous devez bloquer vraiment la laisse pour s'assurer que le chien ne puisse pas gagner son point par rapport à ça. Ensuite de ça, je vais faire le assis vers le haut. Le chien s'assoit, je relâche. Le chien se couche, le chien se relâche. Concrètement, là, ça prend environ une semaine à enseigner la communication en laisse, c'est-à-dire du renforcement négatif en laisse, c'est-à-dire pression-relâche pour le chien. Évidemment, il va falloir le pratiquer dans minimum 4 environnements pour aller généraliser cette commande-là au maximum. Généraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure d'avoir le même comportement, peu importe dans quel environnement on va. Une fois que ça va être enseigné, vous allez voir, votre chien va complètement changer d'attitude. Et c'est exactement ce qu'on veut avoir si on veut un chien qui est capable de réfléchir. Donc, le but, en fait, de travailler les pressions-relâches, c'est vraiment ça. C'est d'apprendre à mon chien à gérer une pression dans la laisse pour commencer et diminuer aussi la frustration qui va y être associée. Trop souvent, on voit une laisse qui vient juste là, juste quand on en a besoin. Par exemple, mon chien,
hier a décidé de se sauver, ben le lendemain, il se ramasse avec une laisse. C'est pas ça l'utilité d'une laisse. La laisse, nous, on l'appelle le guide. Il faut lui apprendre comment gérer le guide aussi. Il faut lui apprendre à gérer la pression qui est faite par le guide. Puis évidemment, il faut l'utiliser comme un outil à part entière dans son entraînement pour tranquillement retirer la laisse. Quand est-ce qu'on retire la laisse? C'est quand mon chien est assez autonome et que je suis sûre qu'il va appliquer chaque commande de façon parfaite. Donc, d'ici à ce temps-là, moi, je vous conseille d'avoir une laisse. Je vous conseille de faire l'exercice également de pression relâche pour enseigner à votre chien. Ça va diminuer beaucoup de frustration chez votre chien. Puis en plus, bien, si vous êtes capable de combiner ça avec justement vos exercices d'engagement et d'autres exercices, c'est encore mieux. Alors, si toi, tu étais strictement en renforcement positif, sachez que si vous avez un chien qui est âgé de 10 mois et plus, la réaction risquerait d'être un peu plus disproportionnée lorsque vous allez appliquer une tension. La raison est simple, le chien n'a jamais eu, en étant jeune, à gérer ce genre de pression-là. Soyez patient avec lui, donnez-lui au moins une bonne semaine. OK? Si vous voulez donner une récompense à ce moment-là, parce que pour X raison que ce soit, vous pensez que ça en prend une, assurez-vous de faire la pression complète lorsque le chien relaxe. Relâchez, vous pouvez donner la récompense. Mais d'ici à ce temps-là, je ne vous recommande pas. Le résultat, en fait, d'un exercice comme ça, c'est un chien qui va être relax, passif, qui va avoir une belle attitude, qui va être attentif à son maître. Et là, je vous le dis tout de suite, là, on n'a pas travaillé d'obéissance assis couché reste, on a juste travaillé suis l'attention comme une valse, comme si je te prenais le bras puis que je t'apprenais à danser. Alors voilà, bonne pratique!